Ce programme vous est présenté par megadeal.fr. Bonsoir et bienvenue sur votre nouvelle émission Confidence. Ce soir, nous allons parler en tous les cas de la violence conjugale en compagnie de Paul de Combourg. Paul de Combourg, bonsoir. Bonsoir Claude. Vous allez bien? Ça va bien. En pleine forme? Il faut? Bien remis de vos émotions du salon parapsy? Bien remis. Ça s'est très bien passé? Ça s'est très bien passé. Vous n'avez pas été violenté? Non. Non, à part moi qui vous ai mis une petite gifle en arrivant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, comme je vous le disais, nous allons parler en tous les cas d'un sujet très délicat ce soir, bien évidemment. Donc, vous pouvez intervenir également dans cette émission pour des gens, en tous les cas, on prendra vos appels en anonyme, bien évidemment. On ne donnera ni votre nom, ni le lieu, en tous les cas, de là où vous nous appelez. Donc, ce sujet, en tous les cas, porte ce soir sur les violences conjugales. Vous savez qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours, donc sous les coups, en tous les cas, de son partenaire, de son conjoint ou de son mari. Et également, un homme tous les 14 jours. En 2018, 178 femmes sont mortes de violences conjugales et donc 33 hommes. Et donc, des chiffres qui sortent du ministère de l'Intérieur, dont le dernier homme battu. Oui, et encore on est en dessous des chiffres, parce qu'il faut aussi tenir compte des victimes collatérales et des suicides aussi qui peuvent en résulter. En fait. Absolument. Donc, le dernier homme, en tous les cas, qui est décédé de violences conjugales, donc, était la semaine dernière, donc, d'après des sources sûres du ministère de l'Intérieur. Comment en arrive-t-on à devenir violent auprès de sa compagne? En tous les cas, tous ces sujets vont être traités et Paul de Combourg va essayer de nous donner la réponse. Pourquoi un tel comportement? Comment ça commence? Comment essayer de se sortir en tous les cas de ces violences conjugales? Et voilà, on va essayer de vous aider et également vous donner des associations qui, pour des personnes en tous les cas qui ont été violentées ou qui le sont, peuvent également avoir recours pour obtenir des aides. Donc, mon cher Paul, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc ce soir, c'est vrai que c'est un sujet très délicat. En deuxième partie, donc, nous allons recevoir, en tous les cas, une personne qui viendra témoigner, donc, sur ce plateau, qui était victime de violences conjugales. Absolument. Voilà, dont vous avez aidé, bien évidemment. Voilà, on vous laisse, en tous les cas, vous la découvrirez en seconde partie. Nous espérons en tous les cas qu'on aura également des appels, que des gens arriveront peut-être à parler un petit peu plus librement. Et puis, voilà, essayer de vous donner en tous les cas, pas la solution, mais en tous les cas, quelques conseils, puisque voilà, nous ne sommes ni médecins, ni juristes, en tous les cas, pour vous dire ce que vous avez à faire. On peut simplement vous conseiller et également, voilà, vous donner peut-être quelques clés dans cette émission afin de vous sortir de ces abus et de ces violences. Alors, mon cher Paul, moi, je voudrais savoir comment, en tous les cas, un conjoint peut devenir violent est-ce que la violence elle est déjà présente entre la femme ou l'homme, parce que bon, il y a des hommes battus, il y a des femmes battues, bien évidemment. Absolument. Plus souvent malheureusement des femmes battues. Et comment est-ce que cela peut se produire? Comment un homme peut arriver, en tous les cas, en arriver à cet extrême? Tout d'abord, il faut bien dans son faire comportement, je parle. la distinction entre la violence et une simple dispute conjugale. Oui, tout à fait. C'est 2 choses différentes parce Voilà. que voilà, les disputes conjugales ne rentrent pas, heureusement qu'on se dispute, sinon on s'ennuierait dans notre couple. Donc, mais là, on va dire qu'il y a trois types de violences en fait, principales. Quoi. Il y a les agressions physiques. Oui. Ça peut être une gifle, ça peut être morsure, étranglement, en fait, toutes sortes de traumatismes physiques directement. En plus, ensuite, vous avez tout ce qui a un aspect psychologique.
Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il faut parler un petit peu plus fort. Soyez moins timide, monsieur Paul de Combourg. Toutes les violences, toutes les violences psychologiques qu'on connaît, quoi, les insultes, les menaces, les injures, les humiliations. D'accord. Et alors, après, est-ce que ça le commence troisième alors, aspect, est-ce que ces violences... le troisième aspect, c'est l'aspect sexuel. En fait. Les viols. Viol. D'accord, ok. Alors, est-ce que la violence conjugale dans un couple, bon, est-ce qu'elle est présente dès le départ ou est-ce que, voilà, certaines personnes se rendent compte que, voilà, un mari ou une épouse peut devenir violente avec le temps? Il peut y avoir tout un tas d'événements qui font que ça se déclenche, finalement. Mais on peut se mettre avec une personne et qu'il n'y ait pas de violence. Puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, la violence va se manifester. Donc mais comment que ça peut, comment un tel comportement peut, je sais pas moi, quand on aime quelqu'un, on a plutôt envie de la protéger ou de le protéger plutôt que d'être violent ou de l'insulter ou en tous les cas d'avoir un côté pervers par rapport à la personne que. Vous avez dit le mot, il y a un côté pervers de toute façon dans la situation quand même. Encore une fois, oui, je veux dire. Pour beaucoup de personnes, cette violence, elle est déjà d'une certaine façon acquise. C'est déjà des années avant, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui peut être enfui. Voilà, c'est quelque chose qui peut être dû à un vécu, parce qu'on a des situations déjà vécues, et qu'on va faire rejaillir à nouveau dans notre cellule familiale. Est-ce que ce vécu peut être dû par rapport à des violences de parents, et par mimétisme? Ça peut se reproduire. C'est des situations qui sont assez récurrentes. Je ne dis pas que c'est la cause principale. Je dis que c'est quand même des situations qu'on retrouve avec le même schéma, quoi. Ensuite, ça peut être lié à un changement de repère dans la vie du couple. Ça peut être l'arrivée d'un enfant qui n'est pas forcément prévu. Ça peut être un événement extérieur, ça peut être lié au travail, la perte d'un travail. Oui, d'accord, mais un enfant, qui peut déstabiliser. Un enfant dans un couple, c'est un événement plutôt heureux. Donc, est-ce que vous pensez que la personne, là, je pense que c'est plus le père qui deviendrait violent que la mère. Mais parce que bon, après, il faut savoir aussi, c'est que bon, quand il y a un enfant qui se trouve au milieu, l'enfant est aussi, si vous voulez, dans cette violence et la subit. Le problème de ces violences conjugales, c'est que c'est d'autant plus violent quand il y a une famille avec des enfants, bien sûr. Parce que là, tout est prétexte, en fait, pour assouvir cette violence. Parce quand on va pas pouvoir atteindre le conjoint, on va passer par les enfants. D'accord, ok. Mais est-ce que le fait, dans tous les cas, que la violence peut se déclarer peut-être, comme vous dites, à la naissance d'un enfant, est-ce que c'est un sentiment de l'adulte jaloux vis-à-vis de l'enfant et jaloux vis-à-vis de la mère, parce que la mère peut-être pas, ou l'épouse passera peut-être moins de temps avec le conjoint, ce qui fait que ça peut provoquer ce genre d'événement? Tout ce qui est prétexte à un changement de repère, finalement. La personne d'une certaine façon, ça va créer un sentiment d'abandon, elle n'aura plus l'exclusivité. Donc ça peut faire ressortir une certaine forme d'agressivité. Forme d'agressivité, d'accord. Et ça commence comment? Par une violence est-ce que ça on va peut-être prendre un de nos appels. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez pour l'émission Confidence? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la première fois que j'appelle, donc j'ai vu le numéro et c'était poser une question directe, donc je suppose que c'est pour l'avenir, quoi. Alors là, madame, ce soir, on fait une émission qui s'appelle Confidence, donc c'est sur les violences conjugales. Il n'y a pas d'émission, de voyance ce soir. Donc, pour l'émission de voyance, si vous souhaitez nous rappeler, puisque demain nous avons une autre émission, en tous les cas, sur le bien-être. Donc, il faudra nous rappeler à partir de mercredi. Mercredi soir à partir de 21h, il n'y a pas de problème. D'accord, je le ferai alors. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour tout, monsieur. On vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, non, c'était pas pour, voilà. Donc, sachez en tous les cas, pour les personnes qui souhaitent nous contacter pour les violences conjugales, vous pouvez nous contacter au 0890
175 300, 0890 175 300, le numéro s'affiche en bas de votre écran, donc n'hésitez pas à nous contacter, 890 175 300, et non le 0890 212 720, voilà, il y a une erreur de numéro, c'est 175 300. Donc, n'hésitez pas à nous appeler en direct, et si Paul, en tous les cas, peut, en tous les cas, vous apporter une aide ou un soutien, c'est avec plaisir, en tous les cas, que nous le ferons. Sachez que vous serez, nous ne donnerons ni votre prénom, ni la ville où vous habitez, pour rester, en tous les cas, dans l'anonymat, bien évidemment. Alors, mon cher Paul, revenons donc à ces violences, et alors, donc, vous nous expliquez que voilà, peut-être le délaissement de la personne et voilà, la perte d'un travail, bien évidemment. Mais bon, je pense que en tous les cas, bon, la naissance d'un enfant ou la perte d'un travail, pour moi, ça n'excuse pas, si vous voulez, de devenir violent. Ah, mais j'ai pas dit que ça excusait quoi que ce soit. Ah non, mais complètement, non, mais ça, c'est moi qui le dis. Donc, ça n'excuse pas de devenir violent, si vous voulez, par rapport à une personne voilà, qui partage votre vie et qui... voilà. Après, ça peut être des situations anticipées aussi, où une personne va attendre l'union, son union en fait avec la personne pour après l'avoir sous la main. D'accord. Et jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, bien évidemment. Bien sûr, bon, on parle également jusqu'à, ça peut aller jusqu'à un décès. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, si vous voulez, peut-être d'obtenir une aide par le milieu médical, bien évidemment, ou peut-être un psychologue, ou quand on est victime quand on est agresseur, là je parle. Parce que quelqu'un qui agresse, si vous voulez, peut peut-être prendre conscience à un moment donné qu'il peut essayer de se faire aider, ou qu'il peut essayer peut-être de... C'est comme l'alcool, vous avez des gens, si vous voulez, qui boivent et qui vont faire des cures et qui se font aider. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir aider, en tous les cas, l'agresseur? Bien sûr qu'il y a toujours une possibilité d'aider. Déjà en consultant un psychologue, un psychiatre, bien sûr. D'accord, ok. D'abord en allant vers le domaine médical, quoi. En se rendant vers le milieu médical. Oui. Après, au niveau de la personne qui est violentée, cette personne-là, quelle aide, en tous les cas, le milieu médical ou des associations ou même la justice peut apporter, si vous voulez, vis-à-vis de cette personne, de la manière dont elle peut, en tous les cas, que souvent les gens, si vous voulez, sont gênés d'en parler. C'est à la fois quand une femme est battue ou autre, elle se culpabilise parce qu'elle remet, d'après ce qu'on sait, ça engendre toutes sortes de traumatismes profonds. Oui, ça engendre, bien sûr, ça engendre de traumatisme. À la fois, si vous voulez, elle se remet souvent en question. En disant voilà que si elle a pris des coups, c'est sa faute. Hein. C'est sa faute. Elle a tendance à culpabiliser. Elle culpabilise, mais comment faire, si vous voulez, pour essayer de leur faire comprendre que ça n'est pas de leur faute, voilà, qu'il faut pas qu'elle culpabilise et qu'elle essaie peut-être d'en parler ou de. De toute façon, il faut en parler. Il ne faut pas garder ça pour soi. Oui, mais vous avez des gens qui vivent en tous les cas. Moi, je prends l'histoire de Madame Sauvage, là, cette femme, si vous voulez, qui était condamnée, qui était graciée par le président Hollande, mais qui, d'après l'histoire, en tous les cas, je dis bien d'après l'histoire, ce ne sont voilà, moi je ne fais que répéter ce que j'ai pu lire, qui vivent en tous les cas des situations qui sont dramatiques, et qui a été battue, qui a eu ses enfants également violés par le mari. Enfin, c'était. Mais la chance qu'on a à notre époque, en fait, c'est un carnage. La chance qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup plus de communication qu'il n'y avait il y a 30, 40 ans. Par rapport à l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est quand même une affaire qui est quand même assez récente. Non, mais je veux dire, ça a duré des années, quoi. Oui, bien sûr, mais voilà, comment se fait. Non, il y a comment une femme, moi je dis comment une femme ou un homme, mais bon, je dirais plus les femmes, comment une femme peut arriver, si vous voulez, à supporter, parce que moralement, et il faut pouvoir le vivre, quoi, d'être, bon, la personne doit être heureuse que quand le conjoint, ou en tous les cas par au travail. Dans le rapport de force, il y a une certaine forme de soumission. Il y a le bourreau et sa victime. Oui, il y a le bourreau et sa victime, mais comment la victime elle-même, si vous voulez, peut en tous les cas, je sais pas, comment elle peut supporter, comment elle peut vivre en tous les cas son quotidien. Elle vit en permanence dans la peur, c'est pas possible. C'est ça.
C'est ça, c'est une peur en permanence. Et elle va même jusqu'à se dire, est-ce que je dépose plainte? Et si je dépose plainte, après ça va se retourner contre moi, je vais encore avoir des menaces. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si la personne est consciente qu'elle peut engager des actions, elle a toujours la peur que ça se retourne contre elle, en fait. C'est pour ça que c'est aussi difficile de faire la démarche de se faire aider. Et qu'est-ce qui peut arriver, si vous voulez, une femme qui était battue, je prends comme l'exemple de cette affaire, l'affaire Sauvage, qu'est-ce qui peut arriver parce que là, elle est passée à l'extrême, si vous voulez, de femmes battues, si vous voulez, c'est elle qui a été malheureusement accusée. Donc, puisque bon, c'est elle qui a tué son mari. C'est le fait d'être vraiment au bout du bout, comme... C'est ça. Il y a pas eu du tout... Dans sa tête, elle n'avait aucune solution. Donc, la seule solution pour elle, c'était de... Tout simplement. C'était un acte de détresse, de toute façon. Mais il faut savoir que, je reviens quand même à dire qu'aujourd'hui, heureusement, on en parle davantage, quoi. C'est moins tabou qu'il y a 40 ou 50 ans, quoi. Oui, même au niveau du gouvernement, ils ont mis en place un site qui s'appelle stopviolencefemmes.gouv, qui sert un peu d'observatoire et de plateforme d'information. Et c'est tout récent d'ailleurs, hein, où on peut savoir comment se diriger en tant que victime, en tant que témoin aussi, parce qu'il y a trop de personnes qui voient les choses mais qui les dénoncent pas. Et là, la responsabilité de ces personnes, elle est aussi engagée de toute façon. Donc, mais est-ce qu'une personne, alors voilà, une personne qui constate, en tous les cas, qui voit, si vous voulez, sa voisine ou son voisin, en tous les cas, se faire battre, si cette personne n'intervient pas, est-ce que cette personne peut se sentir, est-ce que cette personne peut être considérée aussi responsable et à la fois elle cautionne, non, si elle n'agit pas? Après, agir, c'est pas forcément agir directement, hein. Il suffit d'appeler, de faire un numéro de téléphone. Oui, d'accord, mais de dénoncer quand même, de pas rester, si vous voulez, dans le silence, comme vous avez des gens, si vous voulez, qui... Oui, mais intervenir, c'est pas forcément aller au contact de l'agresseur, quoi. Ah non, ben, pas intervenir, mais intervenir, si vous voulez, peut-être auprès des organismes, si vous voulez, compétents, qui puissent... Les numéros d'urgence, tout numéro d'urgence. Mais oui, la personne engage aussi sa responsabilité, bien sûr. Mais après, beaucoup ne le font pas aussi parce qu'ils ont peur des représailles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un transfert entre la victime et les témoins. Le témoin peut avoir peur des représailles, tout autant que la victime. Surtout si c'est le voisin ou la voisine. Oui, enfin, en tous les cas, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très délicat. Très délicat. C'est vrai que... C'est un peu dans la continuité du sujet qu'on avait traité sur Facile de dire si j'avais su, mais bon, quand vous êtes en tous les cas dans la situation extrême, est-ce que, en tous les cas... Le problème est d'autant plus grave qu'on peut tous être confrontés à ce genre de problème, de près ou de loin, quoi. Si c'est pas soi-même, ça peut être dans sa famille, ça peut être chez ses voisins. D'accord. Mais est-ce que les violences conjugales, en tous les cas, avant d'en arriver, si vous voulez, au coup, donc à ce que la personne puisse lever la main sur son conjoint, est-ce qu'il n'y a pas une violence psychologique qui s'effectue, un travail... Oui, c'est un travail de manipulation mentale. Un travail de manipulation mentale, entre guillemets, quelqu'un de pervers, quoi, donc qui... Est-ce que c'est quand même un travail? Parce que je pense... oui. À la rigueur, je peux comprendre qu'il y a des gens si vous voulez, qui peuvent lever la main sur une personne, si vous voulez, sur un coup de nerf. Après, ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'ils sont violents, quoi. Et après, la victime, quand elle est dans la dépendance financière vis-à-vis de son conjoint, quand il y a des enfants, il y a tout un tas de raisons pour elle. Il y a tout un cheminement, en tous les cas, qui fait que la personne ne se Alors que malheureusement, en fait, quand on est dans le cas où il y a des enfants, je veux dire, il serait plus judicieux de se faire aider avant que les enfants ne deviennent plus grands, parce que ça va laisser des traumatismes aux enfants. Oui, parce que c'est sûr que des enfants, en tous les cas, qui vivent avec ce genre de... Non seulement la personne se fait du mal, mais elle fait du mal en même temps à ses enfants. Ouais. Mais est-ce que c'est pas la peur aussi que, voilà, vu qu'il y a une violence psychologique, parce que vous avez des gens qui font la pression également
elle a peur que la mère, ou on lui enlève ses enfants, ou qu'on les place, ou qu'on, tous les cas qu'on est... Et on se sent pas forcément compris des autres, en même temps. Pas forcément, oui. C'est dur à dire vraiment ce qu'on peut subir quand on est confronté à la violence. C'est pas évident à exorciser, à faire sortir. Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'il existe quand même des associations, des réseaux, si vous voulez, on peut parler. Et voilà, et à la fois derrière un téléphone, je pense que c'est peut-être plus facile et la personne se sent peut-être un petit peu moins gênée, si vous voulez, que d'aller voir quelqu'un, de lui en parler, en tous les cas, directement. Voilà, il y a un numéro qui a été mis en place, c'est le 3919. 19. Et ça, c'est Violence Femmes Info. Oui, c'est SOS Femmes Battues. Voilà. C'est SOS Femmes Battues. Donc, ce numéro, en tous les cas, il est ouvert 24 heures sur 24. Absolument. Voilà, vous avez des gens. C'est un appel anonyme et gratuit. Voilà, c'est des gens, enfin, c'est des gens qui sont spécialisés dans ce combat, bien évidemment, et heureusement qu'il y a des gens, si vous voulez, comme ça, qui puissent intervenir. Alors, alors, pour une femme, si vous voulez, qui est violentée alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que la violence vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme, si vous voulez, est plus forte que la violence vis-à-vis de la femme à l'homme. Parce que des femmes, si vous voulez, il faut dire ce qu'il y a, il y a aussi des hommes qui sont battus. Oui, absolument. Il y a aussi des hommes qui sont battus. Et en principe, elles sont, elles sont pas tendres. Hein. Elles sont pas tendres. Bon, je veux bien qu'il y ait des hommes qui soient un petit peu maso, mais enfin, quand même, par moment. Voilà. Donc, est-ce que cette violence... Moi, j'ai connu des hommes qui étaient violentés par leur conjointe. Ils m'ont raconté, non, mais moi, je donnais pas de coups. Je faisais juste retenir les coups. Ils n'osaient pas frapper leur conjoint qui les frappait. Ils se défendaient juste. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, j'ai pas compris, pardonnez-moi. Ben, un homme qui va recevoir... Ces personnes-là que j'ai rencontrées, ces hommes-là qui subissaient des violences conjugales, des hommes battus. Ils recevaient des coups de leur épouse, mais ils ripostaient pas, ils faisaient juste se défendre. Pour ne pas jouer le jeu de la violence, vous comprenez? Pour ne pas jouer le jeu de la violence. Mais donc, est-ce qui fait qu'elle s'acharne encore plus sur lui, c'est ça? Ben, non, à force, il arrivait à la maintenir. À la maîtriser? Oui. Ouais. Ça, c'est dans le cas de violences physiques. On va dire que d'une certaine façon, c'est les plus faciles à traiter. C'est plus facile que la plupart du temps que les violences psychologiques. Où là, il y a carrément comme cette manipulation de la part de l'agresseur, la manipulation mentale qu'on subit tous les jours, quand on vous dévalorise, qu'on peut retrouver chez les pervers narcissiques. Tout à fait. Et comment une femme, enfin, comment une personne qui est violentée, si vous voulez, peut arriver à se défendre efficacement, bien évidemment, efficacement. Est-ce qu'elle, je pense que la meilleure défense, c'est la fuite. La fuite, hein. Je pense. Oui, mais si, comme vous dites, si vous voulez, elle est bloquée, en tous les cas, dans sa situation, et sans travail, avec des enfants, c'est quand même des périodes, si vous voulez, c'est des choses qui sont hyper compliquées, oui, quand même, pour elle. Je veux dire, le mieux pour la personne, c'est de fuir cette situation. Donc, c'est de se faire aider, c'est de prendre conscience qu'elle n'est pas coupable et qu'il faut absolument qu'elle s'en sorte. Mais on ne peut pas, je veux dire, opposer la violence à la violence, quoi. La violence ne se traite pas par la violence. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Le meilleur moyen, c'est de stopper le plus rapidement possible ce schéma, quoi, tout simplement. Mais est-ce que vous ne pensez pas non plus, si vous voulez, qu'une femme, si vous voulez, qui se manque en tous les cas qui ne s'aime pas, si vous voulez, parce que vous avez des gens qui ne s'aiment pas, donc il est compliqué, si vous voulez, d'aimer l'autre. Mais est-ce que vous croyez qu'une personne qui ne s'aime pas, si vous voulez, peut arriver, si vous voulez, à se mettre en danger et à accepter, si vous voulez, toute cette violence? Parce que, si vous voulez, si elle ne s'aime pas, pour elle, si vous voulez, c'est justement, est-ce que c'est pas une auto-aussi-destruction? Soit elle s'aime pas, ou soit elle transfère cet amour vis-à-vis de ses enfants, vous comprenez? C'est pour ça qu'on retarde l'échéance, d'une certaine façon. On se dit, je peux pas le faire parce qu'il y a des enfants derrière, vous comprenez?
C'est pas qu'une question de s'aimer ou de pas s'aimer, de toute façon. Et comment elle peut prendre conscience? C'est une question de soumission. Et comment elle peut prendre conscience, si vous voulez, qu'elle est entre guillemets manipulée et qu'elle est en tous les cas dans cette mauvaise image d'elle-même au niveau de la personne, si vous voulez, qui est violentée. Comment elle-même, si vous voulez, peut prendre conscience de tout ça? À force. Admettons, moi, je viens vous voir, voilà, je suis un homme battu. Je suis un homme battu. Je vais voir Paul de Combourg, voilà, parce qu'on me parlait de vous. Et voilà, je vous raconte mon histoire. Et voilà, je ne m'aime pas. Et je me sens en tous les cas complètement dégradé. Donc, j'accepte les coups. Quel conseil, en tous les cas, et enfin, qu'est-ce que vous allez, en tous les cas, peut-être me conseiller, ou qu'est-ce que vous allez peut-être envisager, si vous voulez, en forme d'aide, si vous voulez, pour me venir en aide? Ben, si je l'aide dans le cadre de mon travail, je vais l'aider à se retrouver et à être de nouveau elle-même, en fait. Donc, à reprendre confiance, voilà. Avant tout. Et être elle-même, surtout. D'accord, mais bon, être elle-même, je pense que quelqu'un qui a vécu des coups pendant des années, il est compliqué, si vous voulez, d'arriver, si vous voulez, de ressortir d'une séance en disant non, c'est bien parce que c'est compliqué que c'est important. Bien sûr. C'est ma démarche à moi. Oui, c'est votre démarche. D'aider la personne à se retrouver et à être à nouveau soi-même. En fait. Arriver à se respecter. Voilà. Et à reprendre confiance en soi. Et à prendre conscience de soi. D'accord. Et parce que là, ces personnes-là, elles sont dans la passivité, la soumission. Elles n'agissent plus pour elles-mêmes. Elles agissent en fonction des autres, tout simplement. D'accord. En tous les cas, sujet très intéressant, donc, enfin, sujet très intéressant, mais triste à la fois, en tous les cas, pour toutes celles et tous ceux, en tous les cas, qui vivent ces violences conjugales. On se retrouve juste après une coupure pub. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez vécu ou si vous connaissez quelqu'un qui vit ce genre de situation. On vous parlera anonymement, bien évidemment. Vous pouvez nous contacter pendant cette heure d'émission au 0890 175 300. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nous voyons consulte en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Venez découvrir Calisti, votre centre bio énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite.
06 38 99 16 82. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Nous sommes de retour en tous les cas dans votre émission Confidence en compagnie de Paul de Combourg ce soir. Donc un sujet en tous les cas qui touche beaucoup de personnes en tous les cas dans le monde, puisque nous parlons en tous les cas des violences conjugales, violences faites aux femmes, violences également faites aux hommes. Ce soir, donc, comme je vous avais dit, nous avons une personne sur notre plateau donc qui vient témoigner de ce qu'elle a vécu. Donc avant, en tous les cas, donc, de terminer ce sujet, bien évidemment, vous connaissez ma curiosité, donc je vais quand même lui poser quelques questions. Et puis ensuite, elle nous livrera son témoignage. Au bout du fil, nous avons également une jeune fille, donc la fille de Martine, qui... bonsoir, bonsoir mademoiselle. Voilà, donc en tous les cas, voilà, qui apportera également son témoignage vis-à-vis de sa maman. Donc bonsoir Martine. Bonsoir. Donc très heureux en tous les cas de vous recevoir sur ce plateau, enfin très heureux, j'aimerais mieux vous recevoir dans d'autres circonstances par rapport à votre vécu, sachez-le. Ouais. Mais en tous les cas, voilà, vous avez quand même un vécu, si vous voulez, qui a quand même été hyper compliqué, ouais. Hyper difficile. Ouais. Donc vous avez été mariée. Oui. Vous avez 2 enfants. Oui. Vous avez 2 enfants. Et donc, on peut dire que vous avez été une femme violentée. Oui. Vous avez été une femme violentée. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est combien de temps ça a duré? 15 ans. 15 ans. Pendant 15 ans, vous avez supporté, en tous les cas, ce... 15 ans. Ouais. 17 ans. 17 ans. 17 ans. 17 ans. D'accord. La fille rectifie, 17 ans. 17 Alors, ans. Donc, pendant 17 ans, donc, vous avez subi, en tous les cas, ces violences conjugales. Donc, c'était de la violence physique. Violence physique, violence psychologique. Alors, est-ce que ça a commencé par des violences psychologiques? Est-ce que ça, et alors, comment que ça se passe? Ça a commencé d'abord par de la violence psychologique. Oui. Et ensuite, ça a commencé, c'était tout bête. C'était tout au début de notre rencontre. C'était quelqu'un qui n'était jamais sorti, parce que c'était un ancien cycliste. Et donc, évidemment, par son sport, en fait, il n'avait pas la possibilité de sortir comme nous, les jeunes, on pouvait sortir. Donc, moi, je lui avais dit, écoute, puisque moi, j'ai profité, vas-y, sors. Donc, pendant 6 mois, il est sorti. Voilà, je lui ai dit, mais vas-y, profite. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, voilà, je pense que tu en as bien profité, il est temps d'arrêter. Et là, première claque. Première claque, c'est-à-dire Première claque, parce que je lui avais dit... Une gifle? Oui, une gifle. Ah, d'accord. Une gifle. Première claque. Bon. Alors évidemment, je me suis dit, j'ai peut-être mal parlé, toujours pareil, j'ai peut-être mal parlé. Bon. Et puis, au fil du temps, c'était sans moi, tu n'es rien. Enfin, c'était psychologique en fait. C'était sans cesse psychologique. À savoir que c'est un alcoolique, un pervers narcissique.
Est-ce que vous saviez qu'il buvait avant d'avoir... Alors, je voulais pas voir. Vous vouliez pas voir. Vous étiez complètement fermé en disant non, c'est pas possible. Disons que j'ai vécu moi-même avec un père qui était pareil. Donc en fait, moi voilà, ce qu'il faut jamais dire à sa maman, maman, je ne ferai jamais comme toi. Sauf que malheureusement, je suis tombée. Voilà, sauf que je suis tombée sur la même personne. Mais est-ce que pour vous, ça paraissait normal ou est-ce que c'était... Non, je me suis dit, il va changer. C'est pas possible, il est pas comme ça. Et puis, et en fait, j'ai continué en fait à le porter parce qu'il avait pas de travail, donc je lui ai trouvé donc un travail. Et c'était toujours quelqu'un qui était sûr de lui. Enfin voilà, rien ne pouvait lui arriver. Enfin voilà. Donc, premier travail, donc il était sûr de le garder, je suis le meilleur, enfin voilà, donc bon, tout en s'alcoolisant, bien sûr, donc il me rabaissait, toujours la même chose. Et puis... Est-ce que l'alcool, c'était toute la journée ou c'était le soir ou pour essayer de vaincre? C'était pendant les 2 heures de travail. C'était pendant les heures de travail. Aussi. Vous aviez, alors pardonnez-moi, est-ce que vous aviez déjà vos enfants? J'avais déjà une fille. D'accord. J'avais déjà une fille. C'est vrai qu'on en a tellement parlé, enfin voilà, toutes les deux, enfin toutes les trois d'ailleurs. Et donc, comment dire, et je lui trouve, parce que bon, lui c'était quelqu'un qui était mis sur un piédestal en plus de la part de sa famille. Donc voilà. Oui, de cycliste, de beau gosse. Voilà, cycliste, voilà. Et vous, le premier fils. Le premier fils, et vous, entre guillemets, vous étiez un petit peu la pièce rapportée. J'étais la pièce rapportée, voilà. Et donc je lui trouve donc son premier travail. Il passe un concours dans l'administration. Donc il monte, donc il a réussi son concours. Il monte à Paris. Et je me souviens très bien, je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps, j'étais invitée donc chez une amie pour un anniversaire. Je suis allée avec ma fille. Oui. Lui, il était sur Paris. Et il savait chez qui j'étais, hein, bien sûr. Il appelle donc chez la copine et il fallait absolument qu'il me parle. Et tout d'un coup, je l'ai au téléphone et il me dit comme ça, tu rentres immédiatement. Je fais, mais non, je suis chez la copine. Et non. en plus, c'était quelqu'un qui était autoritaire. Autoritaire, oui, autoritaire. Je lui dis, non. Il me dit, si, tu as intérêt à rentrer parce que sinon ça va mal finir. Alors moi, évidemment. La peur. La peur, la soumission, malgré qu'il soit à Paris. On avait quand même presque 400 km qui nous séparaient. Mais moi, je suis rentrée avec ma fille. Il m'a rappelé. Donc vous êtes rentrée avec la jeune femme qu'on a au bout du fil. Non, avec la première. Voilà. Et donc, il m'a rappelé pour me dire, voilà, t'es rentrée, je m'inquiétais pour toi, alors que bon, c'était du blabla. Voilà. Ensuite, moi, je suis montée à Paris. Et là, c'était la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il travaillait avec une corporation bien particulière et l'alcool était... Toujours. C'était son quotidien. C'était son quotidien. Même au travail. Et au travail, on ne disait rien, on le laissait faire. Ou à ce moment-là, ils l'ont peut-être jamais vu à jeun. Je me pose la question. Il y a certainement des chances. En fait, il savait bien y faire. Parce qu'extérieurement, ça se voyait pas. Il savait très bien parler, en fait. Les gens disaient, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il parle bien. Enfin, il avait tout du pervers narcissique. Il avait tout du pervers narcissique. Ensuite, je tombe enceinte de ma deuxième fille. Alors là, voilà. Elle a l'air heureuse aujourd'hui, en tous les cas. de ma deuxième fille. Et là, pendant toute ma grossesse, ça a été, mais alors, la catastrophe. D'ailleurs, j'ai passé une grossesse, à ne souhaiter à personne. Donc, des coups... Si vous souhaitez en parler, bien évidemment. Voilà. Des coups, Peut-être pas réveiller sur des vieux... Non, parce que moi, je vais très bien. Non, je vais très bien. Des coups, Et avec des... très, très vulgaires en plus. Même le jour de mon accouchement, je vais dire quelque chose que je ne dirai pas à l'antenne. Il a dit, le jour de mon accouchement, quelque chose de...
qu'aucun père ne pourrait, enfin, un futur père pourrait dire ça à sa femme, quoi, en fait, quoi. Enfin, c'était vraiment vulgaire et moi, j'étais choquée. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et puis, donc, je passe un épisode. En 2000, le 1er décembre 2000, donc tout ça, en fait, on était, voilà, toujours, c'était pareil dans l'alcool. Mais j'avais déjà prévenu, à savoir que c'est quelqu'un, en plus, qui faisait du football. Donc, la troisième mi-temps, n'en parlons pas. Voilà. Donc, à savoir en plus que durant les troisièmes mi-temps, donc les fameux... On dit, en principe, les troisièmes mi-temps, on dit que c'est les vestiaires, donc... Voilà. Sauf que lui, c'était les vestiaires et la bouteille. Et la bouteille, d'accord. Et il faisait déjà... donc, des copains à lui l'avaient déjà vu en pleine crise. Parce que ça le prenait comme ça. D'un coup, on ne sait pas, il devenait fou. D'un coup. Alors, plusieurs fois, on me l'a ramené. Et évidemment, quand on me le ramenait, évidemment, bah là, il cassait tout. Enfin, voilà. Mais moi, j'aurais une question à vous poser. Mais vous n'avez pas pensé à partir de suite, dès les premières violences? Ou est-ce que vous étiez attaché? Est-ce que vous étiez Non, amoureux? j'étais pas attachée. Ou est-ce que vous étiez devenu dépendant, peut-être, de lui? C'était pas de la dépendance, c'était de la peur. C'était de la peur? C'était de la peur, en fait. C'était de la peur. Et donc, et puis toujours pareil, je me suis dit, ça va passer, c'est pas possible, je vis un cauchemar, je vais me réveiller. Et vous n'avez pas essayé de vous faire aider, d'aller voir quelqu'un, d'aller... Non, j'en parlais pas. Vous n'en parlez pas? J'en parlais pas. Pour vous, tout allait bien? Non, ça n'allait pas parce que je jouais une pièce de théâtre. Non, mais vis-à-vis de l'extérieur, Alors, vis-à-vis de l'extérieur, je jouais une pièce de théâtre. Tout allait bien, j'étais toujours très souriante. Personne ne le savait. Et comment on peut... C'est difficile de parler de quelque chose que l'on n'a pas vécu. C'est pour ça que votre témoignage est important ce soir, vis-à-vis peut-être de toutes ces dames qui nous écoutent, tous ces messieurs ou autres, en tous les cas, qui reverront cette émission. Mais comment vous avez vécu, si vous voulez, cette violence permanente, si vous voulez, et comme vous dites, en jouant une pièce de théâtre, hein, comment est-ce que quelque part vous pensiez que de être quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'au fond de vous-même, vous saviez que vous étiez resté vous-même, mais qu'il fallait masquer tout ça? Alors, en fait, j'étais pas moi. J'étais pas moi, en fait. Et il m'avait tellement formaté et que j'étais responsable de tout ça, en fait, parce que il me disait que c'était moi la responsable de son problème d'alcool. Ah, ouais. C'était moi la responsable. Donc, je méritais les coups. Et vous les acceptiez? Je pouvais pas faire autrement. Vous pouvez pas. Parce que c'était quelqu'un qui fait 1m80, moi je suis pas très grande. Non, et puis il y a eu du conditionnement. Il y a eu des conditionnements. Du conditionnement, oui. Et à savoir, en plus, par le biais de son métier, c'est quelqu'un qui n'avait pas de marque, puisqu'il savait comment frapper sans avoir de marque. Alors, c'est vrai que, à savoir en plus que, bon, les voisins entendaient. Et il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Alors, certainement par peur. Hein. Certainement par peur. Hein. Je sais que... Oui, il s'en foutait complètement, hein, faut dire les choses. Hein. Aussi, ouais. Moi, je les ai vus, parce qu'en fait, on savait à chaque fois... Alors, si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Cassandra. Oui. Alors, vous êtes la fille, en tous les cas, de Martine. Donc, vous êtes l'enfant né, en tous les cas, mais qui, d'après ce que j'ai compris, n'était pas forcément l'enfant désiré. Si. Ah, elle était désirée. Mais ce n'était pas un garçon. Ah. Il aurait fallu une Gianni Longo. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc, d'accord. Donc, elle n'est pas née avec une zigounette, voilà. Et ben voilà. D'accord. Bon, écoutez, en tous les cas, elle est là, elle est belle, elle est gentille. Ah oui. Elle est magnifique. Ah oui. Alors, Cassandra, dites-nous en tous les cas comment vous, par rapport à ce que votre maman nous explique, bien évidemment, comment vous, en tant qu'enfant, puisque d'après ce que j'ai compris, vous l'avez vécu depuis toute petite. Depuis ma naissance, au fait, même bien avant, dans le ventre de ma mère. On va dire que pour moi, c'était la vie normale, parce que c'était ma vie, au fait, c'était notre quotidien. Et pour moi, mon quotidien, c'était de défendre ma mère, en fait, jour et nuit. Je me levais en pleine nuit, parce
taper ma mère. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que très souvent en fait on savait quand est-ce que mon père allait foutre le bordel en fait. Et du coup en fait à chaque fois on préparait, par exemple on ouvrait un peu la fenêtre et tout, et moi j'ai vu des voisins discuter juste devant la baie vitrée et regarder en direction de notre maison et continuer à parler au fait, alors que nous on était en train de crier. Et personne n'a jamais appelé la police, les gendarmes, rien. C'est pas juste de la peur, c'est juste qu'il y en a, c'est tant que ça leur arrive pas, ils sont égoïstes, quoi. Ils sont totalement égoïstes. Mais c'est vrai que pour moi, c'était la vie normale. C'était pendant 12 ans, ça a été comme ça. On est parti lorsque j'avais 12 ans. Pendant 12 ans, c'était comme ça pour moi. Donc pour vous, en tant qu'enfant, ça vous paraissait normal que la vie que votre maman puisse avoir, et même si à la fois vous avez, parce qu'il devait y avoir quand même la peur chez vous, est-ce que vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui était violent? Bah, il était violent constamment, mais en fait, c'était c'était une personne, mais avec plusieurs personnages, en fait. En fait, c'était le papa. Faut savoir que mon père et moi, on était très très proches. Et c'était son côté manipulateur envers moi, parce que j'étais sa fille préférée, j'étais sa seule fille biologique. Donc il était très gentil avec moi, mais il m'a déjà tapé parce que j'ai défendu ma mère en fait. Il m'a poussé dans les escaliers parce qu'il me disait ça t'apprendra à défendre ta mère. Plein de choses comme ça en fait. Il pouvait être très très gentil comme il pouvait être le monstre en fait. C'était vraiment ça, oui. Et vous n'avez jamais pensé à... c'est dur. Vous n'avez jamais pensé à devenir violente, vous, pour essayer de défendre votre maman? Envers ma mère? Non, pas violente envers votre maman, mais peut-être avoir une certaine violence, ou si vous voulez, comme tous les enfants, on se dit, tiens, je vais le tuer, si vous voulez. Est-ce que quelque part... Pas qu'une seule fois. Il y avait des épisodes, en fait, on va dire que j'avais énormément de colère en moi. C'était surtout pendant mon adolescence, en fait. Mais quand on vivait avec lui, le truc c'est que, étant donné que j'étais l'enfant qui défendait le plus ma mère, j'avais pas peur de lui, au fait. J'avais absolument pas peur de lui, alors que j'étais toute petite. J'étais vraiment toute petite et il le savait que j'avais pas peur de lui. Mais la colère, elle est venue bien après, en fait. Elle est venue vraiment pendant l'adolescence, une fois qu'on était partis, en fait. Et en étant enfant, en ayant vécu en tous les cas cette situation, est-ce qu'aujourd'hui, je vais peut-être vous poser une question discrète, hein, est-ce que vous n'avez pas peur de vous construire vous-même, effectivement? Aujourd'hui, non. Ça va beaucoup mieux, mais il m'a fallu du temps pour ça. Il m'a fallu 8 ans pour ça. On va dire, lorsque j'avais 19-20 ans, j'ai fait une dépression. Et du coup, j'avais pas d'autre choix que de passer à autre chose et surtout de me faire aider, au fait. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai appris certaines méthodes comme la relaxation, le fait d'en parler à quelqu'un, de s'ouvrir, de parler de choses qui sont qui sont très difficiles, en fait. Mais une fois qu'on en parle, on est libéré totalement. Alors, je relève puisque vous dites... Aujourd'hui, non, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de colère aujourd'hui comparé à avant. D'accord. Mais est-ce que, parce que vous dites d'essayer, je relève que vous dites d'essayer d'en avoir parlé à quelqu'un, est-ce que vous avez pu en parler, vous, à des proches étant enfant, même si votre maman nous a pas en parlé, mais ou est-ce que votre maman, je vais peut-être poser une question qui va la faire bondir, ou est-ce que votre maman vous interdisait peut-être d'en parler? Ah non, du tout. Non. Ma mère, je dirais, c'était plutôt mon père qui nous interdisait. C'est votre père qui faisait la pression sur vous et qui essayait dans tous les cas de vous interdire? Ah bah oui, totalement. Ma mère nous a jamais interdit... Enfin, elle nous a beaucoup interdit, elle nous a interdit beaucoup de choses, mais pas sur ça c'est sûr. Surtout mon père, en fait, à l'extérieur, en fait, on devait sourire, on devait rigoler, alors que sur nos regards, en fait, ça se voyait qu'on était malheureuse, mais d'apparence, en fait, on devait paraître
Oui, donc comme disait votre maman. Même si j'en parlais, on ne me croirait pas, puisque j'avais l'habitude de sourire, tout allait bien en fait. D'accord, donc comme disait votre maman, c'était une pièce de théâtre, quoi. Ah, exactement. C'est totalement ça. Et si je peux me permettre, est-ce que vous êtes en contact aujourd'hui avec lui? Oh, du tout. Non, merci. Ça va aller, non. non, mais je peux le comprendre, mais bon, peut-être des téléspectateurs, si vous voulez, qui nous regardent et qui peuvent se poser la question de savoir si vous avez repris contact avec lui et aujourd'hui, peut-être étant adulte, est-ce que vous avez essayé peut-être de comprendre et pourquoi toutes ces blessures et pourquoi tout ce mal qu'il a pu faire à votre mère? Ah bah oui. Bon, en tous les cas, Cassandra, on va poursuivre en tous les cas cette émission. Alors, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous au téléphone. On va se quitter en tous les cas quelques instants pendant une toute petite coupure pub et on vous retrouve juste après la pub et on continue en tous les cas cette conversation, Martine. Et franchement, j'ai beaucoup de respect, même si je suis très ému en tous les cas, d'entendre votre témoignage et encore un témoignage plus touchant, si vous voulez, celui de votre fille, bien évidemment, qui est en tous les cas ce petit bout de femme qui a vécu en tous les cas ces atrocités. Voilà. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite, merci. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nous voyons consulte en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. De retour dans votre émission Confidence en compagnie de Martine et Paul de Combourg. Paul de Combourg, médium guérisseur, qui consultera en tous les cas 3 jours sur Paris, à partir de demain, bien évidemment, au centre âme de vie, donc à Levallois-Perret. Paul de Combourg que vous pouvez contacter donc au 07 67 58 65 77.
Vous avez bien appris votre leçon, c'est parfait. Je ne connais même pas, moi. C'est mieux. C'est même mieux. D'accord. Alors, en tous les cas, bon, voilà, un peu de rire en tous les cas dans cette émission qui est en tous les cas touchante par votre témoignage, Martine. Alors, moi, j'ai envie de vous demander comment vous avez fait pour essayer de vous sortir en tous les cas de ce carcan. Et comment est-ce que vous avez déposé plainte? Est-ce que vous êtes sauvé? Puisque souvent, malheureusement, les femmes se sauvent. Et quel a été, en tous les cas, le cheminement pour pouvoir vous sortir, en tous les cas, de ce calvaire? Alors, il faut savoir que, en fait, c'était la première fois que je suis... Ah oui, non, c'était une des premières fois où j'avais appelé les gendarmes. Il était dehors, il avait fait le bordel, quoi, en fait, quoi. Et moi, le lendemain matin, j'ai appelé les gendarmes. J'ai appelé les gendarmes pour leur expliquer. Et ils n'ont pas mieux fait. Alors, je veux critiquer aucun gendarme, mais bon, moi, je raconte les faits. Ils se sont empressés, en fait, de venir à la maison et de dire, voilà, votre femme nous a appelés. Non. Moi, j'étais présente. D'accord, pardon. Alors Cassandra, allez-y. C'était comment, Cassou? Vas-y, dis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont posé simplement, ils ont simplement posé quelques questions du style, est-ce que vous avez bu hier soir? Et mon père a dit non. Est-ce que vous avez été violente envers votre femme et vos enfants? Et il a dit non. Et ensuite, il a joué la carte de gardien de prison. Il a dit, vous savez, moi, je travaille à la prison, je suis un gars sérieux, je fais pas un truc comme ça et tout, voilà. Et bizarrement, les gendarmes ont rapidement changé de ton avec lui. Ils ont changé de ton parce qu'il travaillait dans la pénitentiaire, c'est ça? Voilà, exactement. Et en fait, étant donné qu'il paraissait sympathique, au fait, on va dire qu'ils ont continué à discuter pendant peut-être 2-3 minutes, je ne me rappelle plus exactement, mais juste avant de partir, c'est là qu'ils ont précisé ah oui, au fait, on vous pose toutes ces questions-là parce que votre femme nous a appelés. Et ensuite, ils sont partis. Alors, le soir, je vous raconte pas ce que j'ai pris. Et donc, le soir, donc, de nouveau... Ah oui, donc il faut savoir que je n'avais pas le droit de dormir. Je n'avais pas le droit de dormir dans mon lit. Alors, le peu de fois où j'essayais de dormir, soit j'allais dans les toilettes, soit j'essayais de me cacher, alors comme un chien, soit alors j'avais certainement pas le droit d'aller dormir avec mes filles, donc ça m'arrivait d'aller me cacher sous le lit de mes filles. Donc, non seulement enfin voilà, alors c'était comme ça, je survivais, on survivait. Et donc, en fait, une seconde fois, donc on était parti donc chez ma mère, parce qu'il faut savoir qu'on avait toujours un sac de prêt. Toujours. Mes filles, en fait, elles avaient toujours un sac de prêt. Donc, il suffisait que je les regarde et on s'en allait, on s'enfuyait. Et donc, c'était un week-end, on était partis, donc pour pouvoir respirer un peu, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi, en fait, quoi. Mais en même temps, moi, je voulais pas embêter ma mère. Parce qu'elle avait déjà suffisamment subi, donc je voulais pas. Et j'ai une voisine qui m'appelle et qui me dit Martine, il y a eu du bruit dans la maison, je crois qu'il a tout cassé. Donc je rentre à la maison avec les filles, à savoir qu'il y avait le copain à l'époque de ma fille aînée qui était avec nous. Donc en effet, je suis allée constater les dégâts. Lui, il était tranquillement en train de dormir. Et il avait tout cassé. Notamment mon matériel informatique pour le travail. Alors, on est allé à la gendarmerie. Donc, le petit copain de ma fille avait pris les photos. En photo, bien sûr, les dégâts. Il avait été témoin. Il avait été témoin en plus. Et les gendarmes, donc, ont pris la déposition et m'ont dit, bah, rentrez chez vous. Et je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas m'accompagner parce que nous, on a peur. Hein. Et ils m'ont répondu, rentrez chez vous. Si ça ne va pas, vous nous rappelez. Et moi, j'aurais dit, alors si je suis morte, je vous appelle. Et donc là, en fait, je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Je suis allée voir une assistante sociale. L'assistante sociale m'a dit, bah écoutez madame,
vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas prioritaire. Et puis comme je n'avais pas de marque en fait, c'était moi ce que je raconte. Enfin voilà, c'était ma parole contre. C'était votre parole contre la voilà. sienne. Donc puis ben moi je parlais normalement, je m'effondrais pas parce que j'avais tellement l'habitude de. Enfin voilà, j'étais conditionnée pour pas pleurer en fait devant les autres. Il y avait que mon médecin traitant qui savait, qui était au courant de tout quoi en fait. Et un beau jour, j'étais couchée. Enfin voilà, un matin j'étais couchée. L'une des rares fois d'ailleurs où j'étais couchée, parce qu'il faut savoir que bon, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que très souvent j'étais contrainte et forcée à avoir des rapports sexuels avec cet homme, tout en pleurant. Donc, mais lui s'en fichait complètement. Donc, puisque je. C'était un viol, quoi. C'était un viol, mais à ce moment-là, c'était pas reconnu en fait. Oui, puisque vous étiez l'épouse. Voilà, c'était pas reconnu. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, enfin voilà, je me souviens très bien Cassandra avait un portable. Je lui avais acheté un portable en cachette parce qu'au cas où, voilà, qu'elle appelle rapidement les secours. Enfin voilà quoi. Un jour, elle avait appelé. J'étais tombée en fait, ce qui m'avait frappée et moi j'étais tombée en fait. J'étais tombée dans les pommes. Cassandra a appelé. Elle avait appelé. T'avais appelé les pompiers? Non, en fait, je me rappelle, cette nuit-là, tu étais en pleine nuit. Oui. Et en fait, c'était allongé par terre et tu voyais plus, au fait. Voilà, c'est ça. Tu voyais plus rien. C'était aveugle, au fait. Oui. Tellement tu avais été tapé sur la tête, au fait. Et en fait, j'ai eu le réflexe d'aller en bas et de prendre le téléphone fixe et j'ai appelé les gendarmes. Et en sachant que c'était en milieu de nuit. Hein. Oui. Et en fait, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Enfin, j'imagine que j'étais en train de trembler, de pleurer, etc. Et ils ont cru que c'était une blague et ils ont raccroché au nez. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a été séquestrés, mes filles et moi, donc dans la cave. Et tu te rappelles la séquestration dans la cave? Ah oui, on a été séquestrés en pleine nuit dans la cave. Il faisait froid d'ailleurs. J'avais pas de chaussons. Ouais. Alors que les gens. Et vous aviez quel âge J'avais peut-être 7-8 ans. Ouais. Mon Dieu, 7-8 ans. 7-8 ans et mais pour lui tout allait bien. Et vis-à-vis des autres, c'était mais alors combien de fois j'ai entendu mais tu es un mari formidable. Et moi je disais rien. Je ne disais rien. Enfin, on ne disait rien. Il faut savoir, je te coupe maman. Ouais, vas-y. Mais il faut savoir que mon père, à tel point qu'il était manipulateur, parce qu'il c'était vraiment presque l'homme parfait, parce qu'il était tellement généreux. Hein. Faut savoir que mon père, c'était l'un des premiers à défendre les femmes à l'extérieur. Le nombre de fois que je l'ai entendu dire oh là, qu'est-ce que je rêverais de taper sur un mec qui tape sa femme ou sa copine et tout, alors que lui faisait 10 fois pire en fait. Voilà. Mais il est en couple de nouveau? Oui. Je pense pas que ça va marcher longtemps. Ça fait des années. Et qu'elle subit, je pense. En fait, on est parti en 2007 et il a refait tout de suite sa vie. Mais bon, cette femme n'est pas heureuse, ça je le sais, parce qu'elle m'a contactée. Cette femme n'est pas heureuse, mais elle est toujours avec. Ça va et vient quoi, en fait, quoi. Elle subit quoi? Elle subit un peu ce que vous avez subi. Peut-être pas. Pas forcément la même chose, c'est pas forcément comparable, mais voilà. Nous, on pense, enfin voilà, surtout ce qu'a pensé Cassandra en premier, c'était, mais elle a des enfants. Elle a des enfants et dont une qui me ressemble d'ailleurs. Voilà, dont une qui ressemble énormément à Cassandra. Et le pire, en fait, c'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme, en fait, a eu un accident. Il a tué une jeune fille sur la route en 2000. Qui, votre ex? Voilà, mon ex-mari. D'accord. Et donc, en fait, il s'en est bien sorti judiciairement. Il n'a pas été condamné alcoolisé bien sûr durant l'accident. Et ce qu'il faut savoir, lorsqu'il faisait ces fameuses crises le soir, il nous disait, et ça par contre, c'est plus fort en fait que les coups, parce que lui en fait, il s'en fichait.
il nous répétait constamment, je lui ai rendu service. Si je l'ai tué, je lui ai rendu service. C'est un monstre. Et ça, voilà. Et honnêtement, quand on entendait ça, je me dis, c'est pas possible, quoi. Et là, c'est un beau jour. Donc, pour raconter un peu notre départ. Alors, les filles n'arrêtaient pas de me dire, mais maman, on s'en va, maman, on s'en va, maman, on s'en va, quoi. Ouais. Et les filles ne le savaient pas, mais moi, je faisais des démarches auprès des assistantes sociales. J'avais été voir le maire de la commune, le maire qui était au courant. Il me dit, mais moi, je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc, voyant tout ça, je me dis, mais personne ne peut rien faire pour moi. J'avais ma belle famille, alors parce que j'essayais avec ma belle famille d'expliquer, de raisonner leur fils. Et qui disaient, mais non, c'est de votre faute. Hein. Ah oui, tout était... Moi, j'ai entendu, qu'est-ce que tu lui as fait? Voilà, c'était de ma faute. Hein. Et donc, en fait, en 2007, bizarrement, c'était un matin, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, voilà, je te quitte, on te quitte. Et on est parti. Alors, à savoir que je n'avais pas de logement. Vous avez eu le courage d'aller... Oui, alors, je sais pas, il y a eu une force, je sais pas, surmultipliée, je ne sais pas. Je l'ai dit à mes filles, en fait, mes filles ne me croyaient pas. Parce que bon, elles espéraient depuis tant d'années qu'on puisse s'en aller. Elles me croyaient pas. Il faut savoir que je n'avais pas trouvé de logement. Je n'avais rien. C'était vraiment coup de poker. Hein. Je lui dis, je te quitte. Et la chance a tourné. J'ai trouvé un logement à plus de 50 km du lieu d'habitation pour être tranquille. Est-ce qu'il a continué à vous harceler? Oui. Il rôdait autour de la maison. Il rôdait constamment autour de la maison. Il laissait des mots sur la voiture. C'était, enfin voilà, on vivait dans la peur. Mais moi, j'étais innocente. En fait, là où j'étais, on va dire presque une mère irresponsable, parce que moi, je me suis dit, bon, on est parti. Ma fille aînée est majeure, donc elle peut gérer. Elle peut gérer la maison. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, pendant quelque temps, comme un animal, en fait, enfermé dans une cage, je suis sortie. Mais pas pour faire voilà, pas pour me faire des... Voilà, je suis sortie, je sortais danser avec des copines. Oui, vous avez besoin d'évacuer. Voilà, dans tous les cas, sauf que pendant ce temps-là, en fait, lui, il rôdait autour de la maison. Et mes filles avaient peur. Comme un film d'horreur, en fait. Ah oui, c'était du poltergeist. Très souvent, en fait, quand maman sortait comme ça, j'étais toute seule à la maison. Et ma soeur était partie avec des copains, avec son petit ami. Et étant donné, moi j'étais adolescent, donc ça m'arrivait d'oublier de fermer les volets, par exemple. Et je recevais, par exemple, un soir, j'ai reçu des textos de lui disant je sais que tu es toute seule, je sais que tu regardes la télé, je sais que tu regardes cette émission-là, je sais ce que tu as mangé ce soir. C'est comme un film d'horreur, en fait. Et en fait, j'ai fermé les volets et en fait, je m'entendais tourner autour de la maison et faire des gros pas d'éléphant, en fait. Et ma mère était partie en boîte. Ouais. Mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ah oui, mais elles ont compris. Elles ont compris, envie de se changer les idées. Elles ont compris, bien sûr. C'est vrai que votre témoignage, en tous les cas, est très touchant, comme celui de votre fille, bien évidemment. Et il est difficile de trouver les mots, si vous voulez, pour dire ce qu'on peut ressentir, bien évidemment. Et moi, je voudrais, voilà, comment, donc vous en êtes sorti, vous avez quitté la maison, vous avez pris votre indépendance. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce qu'il y a eu des procédures? Est-ce que ça a duré derrière tout ça? Alors, le divorce a duré 4 ans et demi. Oui. Le divorce a duré 4 ans et demi. Avec des menaces? Avec des menaces, bien sûr, des menaces. Mais bon, jamais c'était vraiment pris en considération. Jamais. Et même, enfin voilà, il y a qu'un gendarme d'ailleurs. Il y a qu'un gendarme d'ailleurs dans une commune qui avait, enfin voilà, que j'ai revu quelque temps après et qui a demandé des nouvelles de Cassandra notamment. Et lui, il était sidéré en fait, parce qu'il s'en est toujours sorti. Il n'a pas été, alors bien sûr, il a été réprimandé au tribunal. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu de condamnation. Non. Quoi. Ça n'a pas été reconnu. Et il n'y a pas très longtemps encore, donc ce qu'il envoyait des SMS, parce que bon, en fait, la plante verte était partie en fait. Il n'y a pas très longtemps en fait, enfin il y a
3 ans, il envoyait des SMS. Et par contre, là, c'était des menaces de mort. Style, je vais creuser ta tombe. Hein. Mais il le mettait sur Facebook. Et là, j'ai déposé plainte. Alors là où ce qu'il faut savoir, c'est que là où j'ai été déposé plainte, donc lui travaille donc dans le 35, mais il habite limitrophe dans un autre département. Et là, tout d'un coup, les gendarmes me disent, il y a plein de gendarmes qui se mettent autour de moi, qui me disent, on va le chercher. Surtout, ne rentrez pas chez vous, on va le chercher. J'appelle Cassandra, je lui dis, écoute, sors pas de la maison, ils vont le chercher et tout. Et malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il ne faisait pas partie du même département, le procureur de l'Ille-et-Vilaine n'a pu rien faire. Donc en fait, il a fallu attendre des mois avant de passer au tribunal pour avoir enfin une interdiction de s'approcher, sauf que l'interdiction est de 2 ans. Et au bout de 2 ans, il s'est empressé de m'envoyer un message pour me dire ça y est, alors que moi j'avais carrément occulté les 2 ans. Pour moi, c'était voilà. C'était fini, quoi. Et il m'a envoyé un message en disant ça y est, les 2 ans sont finis. Donc content de lui en fait. Donc non, c'est vraiment, on n'est pas encore. Moi je dis, c'est bête, hein, mais tant que cet homme sera, alors c'est pas des menaces de mort, hein, bien sûr, hein, mais non, du tout, loin de là, surtout pas. Tant que cet homme sera vivant, on est ses proies. Ouais, on est des choses. On est des choses, voilà. On est des choses. On lui appartient. Voilà. Ouais. Alors bon, ensuite, on va essayer de passer à des choses un petit peu plus. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est difficile après un tel témoignage. Donc après, vous êtes fait aider, bien évidemment. Après, moi non. Vous n'êtes pas fait aider? Non. Ah bon? Non. Ah, je croyais que vous étiez fait aider, moi, par... Ah oui, alors par Paul, oui, mais je suis pas allée voir... Non, oui. oui. Je vais vous laisser. Hein. Oui. D'accord. Oui. Donc, alors après, bon, une nouvelle histoire commence. Donc, donc vous allez consulter, vous êtes allé consulter Paul de Combourg. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Donc, racontez-nous alors à la base, en quelques mots, si vous voulez, comment ça s'est passé, comment il est intervenu, est-ce que c'est lui qui a ressenti les événements ce que vous aviez vécu, est-ce que et à partir de ce moment-là, le fait que si Paul de Combourg a ressenti les événements que vous avez vécus, est-ce que là quelque part ça a été entre guillemets une espèce de libération pour vous? Alors je vais pas dire ça comme ça. Alors moi à la base j'y allais pour ma maman. Ouais. Je suis allée le voir parce que j'avais perdu ma maman, enfin bref. Ah d'accord. Et Paul en fait me fait la séance et il a tout de suite vu en fait qu'il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que votre maman que qu'il n'y avait pas perdu. Qu'il n'y avait pas le souci que de ma maman. Qu'il y avait bien autre chose. Et il me parle de mon ex-mari. Alors moi je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce gars là? Enfin, je me dis mais pourquoi il me parle? Enfin moi je suis pas venue pour ça donc. Et je suis retournée en 2e séance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de traumatisme, en fait, ça ne se fait pas en une séance. Ah bah bien sûr, j'imagine. La séance nous aide énormément. Je suis devenue moi, je ne fais plus de pièces de théâtre. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Enfin voilà, j'ai pas peur. Enfin voilà, j'ai vraiment... la personne, comme j'étais, auparavant, hein, je m'exprime, il n'y a pas de pièce de théâtre, du tout. Et c'est le plus important. C'est le plus important. D'arriver à se retrouver à nouveau. Tout à fait. Par contre, alors, Paul, quand elle est arrivée chez vous, expliquez-moi comment vous avez fait. Expliquez-moi comment vous avez fait. Bon, vous l'avez reçu, bien évidemment. Mais alors, c'est un scanner. Non, vous avez passé. Ouais, ok, ben ça, vous scannez ça. Là-dessus, il n'y a pas besoin d'aller à Bicêtre. Ouais, non, mais je sais, mais je veux dire, quelque part, c'est toujours la même méthode.
hormis en dehors de votre méthode, parce que bon, on sait que vous êtes également médium, est-ce que vous-même, si vous voulez, vous avez ressenti, si vous voulez, cette souffrance que Martine avait vécue? Oui, comme je peux voir des scènes, assister à des scènes. Et vous avez, est-ce que vous lui avez décrit les scènes? Est-ce que vous avez, en tous les cas, est-ce que, voilà, vous lui avez dit que ça avait été une femme battue et ce genre de choses? D'accord. Donc, et ensuite, ça a dû vous perturber quand même, puisque là, pour une fois, il y avait quelqu'un, si vous voulez, qui ne pouvait que croire à votre histoire, puisque c'était lui-même qui vous l'avait décrite. Oui, mais je voulais pas en parler. Mais vous ne vouliez pas en parler. Je voulais pas en parler. Vous refusiez, vous avez complètement occulté tout ça pour vous. Alors, je voulais pas en parler parce que enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que toujours de peur qu'on me croit pas. On me dit, mais elle oui, mais là, c'était quelqu'un, si vous voulez, qui vous en parlait. Donc, pour vous, c'était pas possible non plus. Non, c'était pas possible. Mais, vous savez, quand j'ai une personne et que je vois des choses, autant il y a des choses que je vais voir, je vais pas en parler, mais il y a des choses que je vais voir pour vis-à-vis d'autres personnes, je vais être poussé à en parler. Vous allez être poussé à en parler, d'accord, pour essayer non seulement de les aider. j'en parle, mais je suis poussé à en parler. D'accord. Mais est-ce qu'ensuite vous avez fait donc plusieurs séances avec Point de Combourg? Oui. Combien de séances entre Alors moi, même parfois, j'en ai encore besoin. Par moment, vous en avez encore besoin? J'en ai encore besoin, bien sûr. Parce que en fait. Et ça fait combien de temps, si c'est pas depuis, je l'ai quitté en ça fait 4 ans. 4 ans que vous voyez? Non, non, mais c'est pas toutes les semaines. C'est peut-être une fois ou deux dans l'année, quoi. Je veux dire, et une fois, oui, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment quand il y a besoin, vraiment. Et c'est pas pour les mêmes raisons. C'est moi qui le demande. Ouais, c'est vous qui le demandez. Oui, c'est par rapport à notre événement. C'est pas par rapport aux mêmes raisons. Oui, mais là, on parle, si vous voulez, moi, je parle par rapport à ce que Martine a pu vivre. Donc, alors, comment que ça se passe une séance avec Paul de Combourg pour, en tous les cas, essayer de se sentir mieux ou alors, en tous les cas, essayer de vaincre peut-être encore une peur, si vous voulez, qui est en vous? C'est pas forcément la peur, parce que la peur, elle est... Moi, je dis, tant que la personne n'est pas décédée, on a toujours peur. Oui, ça, je sais de quoi vous parlez. Voilà, on a toujours peur. Par contre, c'est déjà parce que moi je faisais énormément de cauchemars. Dans ces cauchemars-là, en fait, mon ex-mari m'étranglait, mais je n'avais pas de voix, rien ne sortait. Il n'y avait pas de cri qui sortait. Il n'y avait rien. Je ne pouvais pas me débattre. Je vais peut-être vous poser une question qui va peut-être être dure à entendre, mais est-ce que vous avez jamais eu envie de le tuer? Si. Oui. Mais d'ailleurs, Comment? C'est pas la seule, hein. Oui, ça je le sais, ma chérie. Mais en fait, quand il était ivre-mort, hein, parce que bon, quand il était ivre, hein, donc il faisait des crises de délirium. Enfin, c'était vraiment, ça relevait c'est plus que de la psychiatrie, hein. Enfin, je sais pas de quoi ça relève. Hein. Quand il s'effondrait par terre, on n'attendait qu'une chose, c'est qu'il se relevait pas. On disait, mais voilà. Je dirais même une fois, parce qu'en fait, il faisait tout un cinéma. C'est qu'il faisait des allers-retours. Hein. Oui. Il faisait des allers-retours, en fait. Oui, il faisait la comédie, quoi. Il faisait la comédie. Et il disait, je vais me pendre, je vais me pendre, je vais me pendre. Oui, en principe, celui qui dit. Voilà. Et nous, on était dans le canapé. On attendait. Enfin, on attendait. On essayait de regarder la télévision, toutes les trois. Et tout d'un coup, on entend mon prénom. Alors, j'y vais. En effet, il était pendu. Enfin, il était pendu, oui. La corde, oui, la corde est... En fait, une fois qu'on avait ouvert la porte, en fait, il a poussé quelque chose, une chaise ou un escabeau. C'est ça. Et il s'est pendu, au fait. C'est ça. Dès qu'on a ouvert la porte. C'est ça. Ah, d'accord, oui, voilà. pour se dire, voilà, ils vont me sauver. Pour les soumettre encore plus. Voilà. Et en fait, moi, je sais que, ce qu'il faut savoir, c'est que non-assistance à personne en danger. Donc, comme on était sous son toit, moi, je suis allée chercher un couteau et j'ai coupé la corde. Oh. Heureusement. Et j'ai coupé la corde. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pris après? Qu'est-ce que j'ai pris après? D'accord. Et j'entends encore mes filles dire, mais maman, mais le décroche pas, le décroche pas, le décroche pas. Parce qu'on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Mais le plus dur, en fait, c'était ne rien dire et voir le regard des gens, en fait. Le regard des gens, des voisins. Le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, en fait. Parce que tout le monde savait, mais personne ne faisait rien.
C'est souvent le cas. On aurait voulu... C'est quand même surprenant parce que quand les gens ne savent pas, si vous voulez, racontent tout et n'importe quoi et ça part dans des ragots et des histoires et des inventions. Et quand les gens savent, malheureusement, les gens se taisent. Voilà. Donc, je trouve ça complètement hallucinant. Alors, concrètement, ma petite Martine, donc vous avez vu Paul, donc vous le voyez encore régulièrement. Oui. Alors, comment se passe une séance avec Paul, si vous voulez, quand il dit, entre guillemets, vous aider pour aller mieux? Donc, expliquez-nous un petit peu comment que ça se passe une séance. Moi, j'ai envie de savoir. Alors, en fait, ça dépend, en fait. Enfin, ça dépend dans le sens où, toujours pareil, la même chose, allongé, en fait, sur la fameuse table de massage. Et il peut très bien me dire, ben voilà, tu penses à tes filles, que vous êtes enlacées toutes les trois. Alors, c'est vrai que c'est difficile de visualiser, hein. Enfin, voilà. Donc, tout en fermant les yeux, et il fait la séance. En fait, non, mais ce que je dis en début de séance, ça dépend pour chaque personne. Voilà, ça dépend, mais moi, tu sais que tu me l'as déjà dit. Oui, mais je sais que tu me l'as déjà dit. Non, je vais pas dire ça. Je vais dire, tu vas ressentir l'amour entre toi, la maman et tes filles. C'est ça. D'accord. Je vais pas dire enlacer. Oui, enlacer. Et c'est du ressenti, c'est pas de la visualisation. Voilà. C'est juste pour en même temps, parce que si je pars du principe qu'une maman qui est pas bien, elle communique à ses enfants. C'est clair. Donc, en fait, ce que je veux, moi, c'est enlever ce pas bien de la maman et aussi enlever le pas bien des enfants liés à la maman. Voilà, bien sûr. C'est pour ça que parfois je dis, concentrez-vous. Donc vous pratiquez de cette façon-là. Donc, mais c'est pas toujours de cette façon. Voilà, après, je vais rien dire. Ça dépend de la personne. Je vais juste dire fermer les yeux et penser à rien. Mais chaque personne, selon chaque personne, je sais comment aborder la personne. Vous savez, à travers vos ressentis. Ce qui va lui faire du bien. Voilà, à travers votre ressenti, à travers votre méthode. Comme une fois, je vais parler de papillons et ça va parler à la personne, vous comprenez? Ça sera parlant. Je vais donner des détails parlants qui correspondent à la personne. J'ai une dame que j'ai aidée pour avoir un bébé, à ma façon, bien sûr, sur un plan spirituel. Et puis, durant la séance, parce qu'à chaque séance, j'ai des visions. Et à la fin de la séance, je la voyais non seulement enceinte, mais je voyais le bébé. Et un détail particulier, c'est qu'il croisait ses jambes. Et j'ai parlé de ce détail. Elle m'a dit, mais oui, mais c'est tout à fait moi. Et ça vient de mon père. Il faisait ça aussi. Il croisait tout le temps ses jambes. Ah ouais? Donc, en soi, ça voulait pas dire grand-chose, mais c'était vraiment un détail précis pour la personne. C'était un détail précis pour la personne qui fait que la situation, en tous les cas, peut se débloquer. Voilà. D'accord. Mais écoutez, en tous les cas, on arrive à la fin de notre émission, mais en tous les cas, je pense que moi, je voulais rajouter quelque chose. Qu'on traitera en tous les cas un autre sujet. Alors, sachez également... Alors, je vous laisse rajouter avant de terminer l'émission. Alors, moi, je voulais rajouter quelque chose, en fait, par le biais de notre expérience, en fait. Moi, je demande aux gens de ne plus faire semblant, de ne pas écouter, de ne pas savoir. Agissez. Agissez, ça c'est très très important. Ne fermez plus les yeux. Il y a des vies qui sont en jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, en effet, il y a une loi qui existe. C'est non-assistance à personne en danger. Mais je crois que vous faites également partie d'une association. Je fais partie d'une association. D'une association sur la Rose Jaune. La Rose Jaune. Donc, mais les gens, constamment, moi j'ai des gens au téléphone, sans passer par la Rose Jaune, que je peux aider. Non pas assister, mais aider. Aider. Conseiller, peut-être essayer de les diriger. Voilà, si vous tout à fait. En termes de violence, on parle d'escalade. D'escalade, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. En fait. Il y a toujours quelque chose qui s'accumule. Il y a toujours quelque chose, en tous les cas, qui... voilà. Et on s'en sort pas. D'accord. Alors, en tous les cas, donc, on en reparlera, Paul, dans une prochaine émission, si vous le voulez bien, avec vous, Martine, également. Parce que je pense que voilà, c'est pas un sujet qu'on peut traiter à la légère en l'espace d'une heure et demie. Mais voilà, je pense qu'il y a encore moyen de pouvoir faire une autre émission. Sachez également donc que vous avez également des associations qui existent, qui est SOS Femmes Battues, où le numéro de téléphone, en tous les cas, c'est le 39 19, appel gratuit. Donc, comme disait Martine, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, si vous connaissez voilà, des gens qui subissent en tous les cas ces violences, les violences conjugales, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas en tous les cas à dénoncer. Je pense que voilà, peut-être soit vous vous sentirez mieux, si vous voulez, peut-être d'avoir sauvé une vie, parce que à savoir que bon, dans son malheur, Martine, Martine est vivante, mais que d'autres personnes, je me souviens d'une émission que j'avais fait avec Gilles Tessier sur Cap 24, où on avait eu ce genre, en tous les cas, de phénomène, et malheureusement, si vous voulez, la personne
D'ailleurs, j'en parlerai avec Gilles, on va voir s'il peut venir en parler la prochaine fois. On avait une personne, si vous voulez, qui avait subi les coups et les violences et je lui avais dit partez vite. Et malheureusement, si vous voulez, bon, il y avait eu un procès, tout ce qui s'ensuit, on en reparlera. Et malheureusement, cette personne a été retrouvée morte. Donc, c'est quelque chose, c'est un fait qui m'a énormément touché, bien évidemment. Comme votre fait, comme également, en tous les cas, les dires de votre fille. Je tenais à vous remercier sincèrement, Martine, pour votre participation et du courage que vous avez eu de pouvoir affronter, pardonnez-moi, mais enfin, j'ai un peu la gorge nouée, si vous voulez, quand on entend ce genre de témoignage. C'est quelque chose qui est marquant, qui est touchant. Merci à vous, mademoiselle. Merci à vous aussi. Hein. Merci et aux auditeurs. Merci à vous. Et puis, en tous les cas, bravo. Et puis, vous pouvez être fier d'une chose, c'est d'avoir une maman comme la vôtre. Voilà. Et quant à moi, ben, écoutez... Et moi, je suis fière de mes filles. Mais j'en doutais pas. Donc, moi, je suis fier de ses filles aussi. Vous êtes fier de ses filles. Martine, avant de conclure cette émission, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui. Je revis. Vous revivez. Voilà. Donc, et vous, mademoiselle, est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Ah bah oui, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, mais écoutez, c'est le principal. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que vous le méritez. Et quant à nous, on se retrouve demain soir pour une nouvelle émission. Vous serez en compagnie d'Imen et d'une toute nouvelle émission de bien-être avec Relax Alex, libre antenne. Donc, vous pourrez en tous les cas poser vos questions à Alexandra, notre nouvelle venue donc sur LCV. Donc, à partir de 21h demain soir, 21h, 22h30, Relax Alex en compagnie d'Imen. Et voilà, vous pourrez lui poser vos questions sur, sur des problèmes de couple, enfin, sur tout ce que vous vivez. Et elle vous donnera en tous les cas quelques petits conseils. Ce fut un vrai bonheur en tous les cas de pouvoir partager cette émission avec vous deux, bien que, voilà. C'est un vrai bonheur de partager cette émission avec vous deux. Merci Paul de Combourg en tous les cas. Et donc Paul de Combourg, vous pouvez le consulter, vous allez sur son site pauldecombourg.fr et Paul de Combourg est un consulte donc mardi, mercredi, jeudi à Levallois, centre Anne de Vie. On se quitte pour... Comment? C'est bien ça, 8 rue Jules Gued. C'est rendez-vous. D'accord, ils vont vous trouver. Ils vont vous trouver. Voilà, on vous embrasse très fort, on vous aime en tous les cas, on vous souhaite une excellente soirée. Merci à Mathie en tous les cas d'avoir réalisé cette émission. Merci à Adi, d'être directeur des programmes. On vous embrasse tous et on vous dit à demain. Bye bye. Au revoir. Ce programme vous a été présenté par megahautdeal.fr.